Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode, qui fait référence à l'actualité, a été enregistré au mois de juin 2025. Pour sa préparation et sa présentation, nous avons eu l'aide de Nami Fofana, étudiante en BUT Métier du multimédia et de l'Internet à CY Cergy Paris Université. Bonne écoute de l'Instant Recherche. Bienvenue dans l'Instant Recherche, le podcast en sciences humaines et sociales de CY Cergy Paris Université, présenté par Solène Azoir et Inès Rodriguez. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier par vous-même en allant jusqu'au bout. Et attendez d'avoir fait votre propre vérification avant de partager. Sinon vous faites vous-même, sans le vouloir, partie du problème. Les fake news ne sont plus un simple bruit de fond. Elles influencent les élections, enflamment les réseaux et brouillent notre rapport au réel. On l'a vu pendant la pandémie, on le voit encore aujourd'hui avec les guerres en Ukraine ou à Gaza. Entre vidéos truquées, images sorties de leur contexte et récits biaisés, il devient de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Mais pourquoi ces fausses infos nous attirent-elles ? Pourquoi certaines idées, même manifestement fausses, prennent racine ? Et surtout, que peut-on faire ? Éduquer ? Réguler ? Censurer ? Le livre Comprendre, discerner et réguler les fake news, dirigé par Benjamin Derry et Guillaume Champy, publié aux presses universitaires d'Aix-Marseille, aborde ces questions à travers une approche pluridisciplinaire. Il mobilise les sciences cognitives, la sociologie, les sciences de l'information, le droit et la philosophie pour comprendre et agir face à ce phénomène complexe. Benjamin Derry est directeur exécutif de l'école universitaire de recherche Humanité, Création, Patrimoine à CY Cergy Paris Université, chercheur au sein de plusieurs laboratoires universitaires tels que le LT2D, présent au sein de la maison de la recherche SHS et expert à l'ICOMOS. Ses travaux croisent médias, communication et société, faisant de lui un spécialiste incontournable des questions liées à l'information. Aujourd'hui, il est avec nous pour nous en parler. Bonjour Benjamin. Bonjour à toutes les deux, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est une fake news ? Alors une fake news, c'est quelque chose d'assez protéiforme. Ça peut être soit une information fausse, soit une information détournée par rapport à l'origine, quelque chose de sorti de son contexte, soit même une labellisation en disant qu'une information vraie et fausse, ça en devient une fake news. Ça peut être fait de différentes manières. Ça peut être propagé par accident, mais c'est rarement créé par accident. Dans la majorité des cas, il va y avoir une volonté de nuire, de désinformer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être à des fins politiques, ça peut être à des fins idéologiques. Une fake news est une arme. C'est une arme de désinformation au même titre qu'il y a 3000 ans à l'époque de la propagande, au même titre qu'on le voit par exemple aujourd'hui dans le conflit entre Iran et Israël, où on voit ces jours-ci l'Iran qui dit « nous contrôlons le ciel d'Israël, Israël est à notre merci », alors qu'il y a certes des dégâts. Enfin, quand on voit au niveau politique qui contrôle qui, c'est pas forcément dans ce sens-là, et qui va couper Internet, là pour le coup, pour empêcher Israël d'avoir des informations cruciales d'après ce qu'ils disent. Est-ce que c'est pour ça ? Est-ce que c'est pour pas que les informations de ce qui se passe ailleurs rentrent à l'intérieur ? C'est aussi une possibilité. Et donc les fake news et le contrôle de l'information est quelque chose qui va être d'une importance stratégique, à la fois dans une guerre au sens propre et militaire du terme, comme actuellement, ou dans une guerre de soft power, comme on en a plus l'habitude au quotidien. En termes de soft power, sur le plan de la santé, revenons quelques années en arrière. Pendant la pandémie, on a vu des infos complètement fausses circuler à toute vitesse, comme celle sur l'hydroxychloroquine. Pourquoi est-ce qu'on tombe si facilement dans le piège des fake news, même quand elles nous semblent complètement absurdes ? Alors, pour l'hydroxychloroquine et la Covid-19, le problème est que personne n'y savait rien. C'était tout nouveau, il y avait un flou total. On se souvient de ces images ridicules de Sibeth Ndiaye qui disait qu'elle savait pas comment mettre un masque. Est-ce que ça se met comme ça ? Est-ce que ça se met en horizontal, en vertical ? Alors que, bon, n'importe qui est capable de mettre ça sur le nez. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas suffisamment de masques et donc il fallait trouver un moyen de
sans mauvais jeu de mots, masquer ça en disant que non, on ne peut pas justifier qu'il faut le masque, ne vous inquiétez pas, alors que c'est devenu ensuite la directive gouvernementale internationale et la norme de le porter. Et on ne savait pas non plus ce que c'était l'ARN messager, seuls quelques scientifiques maîtrisaient cela. On ne savait pas du tout ce que c'était le Covid, on nous disait que la planète entière allait être touchée et que 90% des gens allaient possiblement y passer. C'était une période où, il faut le dire aussi, les journalistes et les outils différents d'information en profitaient pour augmenter le sentiment de peur et pour être plus vendeur, on nous rabâchait ça à longueur de journée, matin, midi et soir, les chaînes d'information en continu, pendant des mois et des mois. Et tout cela a créé un flou artistique qui a facilité justement l'insertion de fake news, parce qu'à partir du moment où personne ne sait de quoi il en ressort, tout est bon à entendre, et que ce soit une vraie information ou une fausse, les gens n'y connaissant rien, ils font pas la différence entre ce qui est censé être ridicule et ce qui est censé être plus crédible. En plus de ça, un deuxième problème, c'est qu'il y a maintenant un discours où entre le sachant et le non-sachant, pour reprendre des termes actuels, la barrière s'effrite, et par exemple sur des plateaux de télévision, quelqu'un qui n'y connaît rien mais qui a sa propre opinion a le droit d'exprimer sa propre opinion au même titre que quelqu'un qui est censé être expert. Et les deux sont considérés comme se valoir. À partir du moment où on part d'un tel postulat, forcément, ce qui est ridicule et ce qui ne l'est pas en deviennent d'autant plus relatifs, notamment pour le grand public. Dans la première partie de ton livre, tu évoques une éducation aux médias dès le primaire. Quels outils concrets pourrait-on transmettre aux plus jeunes alors même que de nombreux adultes, censés faire preuve de plus de discernement, se font encore piéger par les fake news ? Alors, c'est quelque chose qui va être important, effectivement, et pour les adultes et pour les enfants. C'est être capable d'avoir une certaine grille de lecture. Mais au-delà de ça, être capable de savoir que tout ce qu'on entend n'est pas vrai et que toutes les informations ne se valent pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre dès l'enfance. Ça fait notamment partie de discussions qu'on a dans certains groupes de réflexion. Je fais partie d'un groupe de réflexion co-organisé par le ministère des Armées et le CNRS, où on se rencontre de temps en temps au campus cyber à La Défense. Alors, il y a une stricte interdiction de partager les informations et les discussions qu'on a en son sein, mais ça fait clairement partie des réflexions qu'on a. Comment est-ce qu'on peut limiter les fake news, certes, mais arriver à avoir une certaine résilience et préparer en amont les futures générations. Une des choses qu'on peut envisager, c'est déjà expliquer aux petits et aux jeunes qu'il faut comprendre que quand on voit quelque chose sur un réseau social, c'est pas parce que c'est posté que c'est vrai. De une. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on le voit que c'est vrai non plus. On peut plus en croire nos yeux parce qu'il y a des deepfakes, parce qu'il y a une possibilité, mais d'une facilité déconcertante avec Photoshop et autres, de faire une fausse news d'un autre journal. Vous pouvez faire dire au Figaro ou au Monde ce que vous voulez, avec le titre, le sous-titre, etc. et faire une soi-disant capture d'écran et faire croire à tout le monde que c'est vraiment sorti. On le voit mais des fois même dans des publicités ridicules où on vous dit « La France est choquée en apprenant que la carrière d'un tel est finie, le salaire incroyable, la maison scandaleuse de telle ou telle personne ». C'est complètement bidon, mais c'est quelque chose qui est extrêmement répandu. Alors, pour tout vous dire, il y a un terme qui est très répandu dans le milieu de la presse pour aborder spécifiquement cela. On appelle ça des articles, excusez-moi du terme, putaclic, qui sont justement censés engranger le plus de vues possible, parce que notamment, il faut aussi savoir comment les réseaux sociaux fonctionnent. Leur modèle économique est basé sur de la vente de publicité. Par exemple, dans ma thèse, je m'intéressais aux notions de succès dans l'industrie télévisuelle anglophone transatlantique et quels étaient leurs modes de fonctionnement. Et c'est toujours important de savoir comment marche une entreprise ou une entité quelconque, parce que du coup, vous avez beaucoup plus d'informations sur son raisonnement, son attitude vis-à-vis de telle et telle chose. Et les réseaux sociaux, ils sont donc financés par la publicité. La publicité, elle veut plus seulement qu'elle soit affichée. Elle veut avoir une conséquence. Il faut qu'il y ait un clic.
vous gagnez infiniment moins pour l'affichage de la publicité sur un certain nombre d'utilisateurs qu'une fois qu'il y a une action et que l'utilisateur clique et va sur le site. C'est pour ça que ces articles essaient d'être tellement scandalisants, attirants, choquants, pour justement avoir un clic et que la personne aille dessus. Et donc plus ça va être choquant, plus les gens vont vouloir y aller. C'est le but. Plus c'est choquant, plus les gens cliquent, ou du moins le partagent, et moins il y a de substance derrière, plus c'est rapide à produire, plus c'est facile à lire pour le lecteur parce que c'est court, et plus rapidement c'est propageable. C'est pour ça que les fake news se propagent beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement qu'une véritable information, ou que la vérification de la fake news derrière qui va expliquer, tout comme il y a par exemple dans le journal Le Monde ce qu'on appelle les décodeurs, qui est une rubrique spéciale avec des personnes derrière qui cherchent à vérifier si telle information était vraie ou non, comme on entend dans un discours de Donald Trump, dans une déclaration d'un communiqué de presse, etc. J'avais d'ailleurs à l'occasion d'une conférence internationale sur les fake news qui a servi de base à cet ouvrage qui était organisé à l'Université d'Avignon en 2021, notamment par Guillaume Champier et moi-même, reçu l'un des membres des Décodeurs du Monde qui nous expliquait justement son travail et la difficulté ensuite d'être lu par suffisamment de personnes. Et on sait très bien que la correction après coup sera lue par infiniment moins de personnes que l'information première. C'est arrivé plusieurs fois, par exemple, dans différents journaux, de donner une information fausse. Telle personne a bombardé telle chose et il y a tant de victimes, alors qu'en fait, c'était pas telle personne qui avait bombardé. Il n'y a pas eu tant de victimes. On avait vu, par exemple, des fake news sur la Russie qui aurait bombardé la Pologne pendant la guerre en Ukraine, à la frontière ukrainienne. Et en fait, c'était un missile ukrainien qui était tombé par accident en Pologne. On avait vu un hôpital à Gaza qui aurait été bombardé par Israël et tué 500 personnes selon les informations du Hamas qui n'avaient pas été vérifiées. On s'est rendu compte que c'était un parking, que c'était au maximum 50 personnes et que c'était un missile du Hamas qui avait loupé sa course et qui était tombé en plein milieu. Et les démentis, quand ils arrivent, des fois juste on enlève l'article et donc du coup, comme si de rien n'était. Et les démentis sont lus par infiniment moins de gens que ceux qui ont lu l'article original, ce qui fait que ça n'arrive pas à réparer l'erreur. Et donc, dans certains cas, vous pouvez avoir une information prétendument officielle d'un véritable journal ou organe de presse qui est en soi la fake news. Donc, ce ne sont pas forcément des utilisateurs privés ou payés par un gouvernement qui vont faire des fake news. Et c'est là la distinction que je faisais au tout début en disant que dans la plupart des cas, ce n'était pas par accident. Ça, en l'occurrence, c'est l'un des cas où c'est par accident ou par négligence. Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui. Et donc, quand on en parle avec les fake news, on parle forcément de deepfake, comme tu l'as également évoqué. Donc, comment aujourd'hui l'intelligence artificielle rend plus difficile la détection des fake news ? Alors, l'intelligence artificielle est un outil assez mixte, je dirais, vis-à-vis des fake news. À la fois, elle aide à en créer, mais à la fois, elle peut nous aider à en détecter. Si on l'entraîne de cette manière, elle peut justement voir les pixels, les petits soucis, ça et là, beaucoup plus facilement que l'œil humain ou qu'à travers un logiciel, et beaucoup plus rapidement, pour se rendre compte que telle information a été créée par une intelligence artificielle, puisqu'elles se reconnaissent elles-mêmes et qu'elles peuvent parler entre elles avec un code différent, avec des bruits très étranges, qui ressemblent un peu à un genre de numérotation téléphonique ou de modem, pour ceux qui s'en souviennent dans les années 90, entre elles, et qui n'est pas du coup par voix humaine. Donc, l'intelligence artificielle peut être notre ennemi, mais aussi peut être notre allié. Ça ne va pas être les mêmes. Vous allez avoir certaines qui vont être spécifiquement créées pour nous aider à en détecter, et les autres qui vont être utilisées à mauvais escient pour en créer, et peut-être que certains iront même jusqu'à créer spécifiquement des intelligences artificielles pour tenter de faire des fake news indétectables. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils le font ? Parce que bien évidemment, la qualité sera différente, ça sera bien mieux fait qu'avec juste un Photoshop.
même si on a tellement de cas, vous avez sans doute toutes et tous entendu parler de cette dame qui croyait avoir une relation privilégiée avec Brad Pitt et qui lui envoyait énormément d'argent par Internet. En l'occurrence, des fois, les montages étaient assez gros. Hein. Quand on voit la photo de Brad Pitt à l'hôpital, alors je crois que c'est une photo de lui à une avant-première de cinéma et ils ont collé, photoshopé à l'intérieur du masque en plâtre. Bon, mais on arrive à d'autres niveaux aussi qui sont plus crédibles. Et vous allez avoir des personnes, des groupes qui vont vouloir justement déstabiliser parfois des gouvernements ou des opinions publiques qui seront bien plus intéressés par utiliser des intelligences artificielles que de le faire de manière amateuriste. Et les intelligences artificielles qu'on entraîne à faire des images de plus en plus crédibles. Si vous vous souvenez de cette fameuse vidéo de Will Smith qui mangeait des spaghettis il y a quelques années, qui était une absolue horreur, on voyait que c'était pas possiblement quelque chose d'humain qui était représenté, ni des spaghettis. C'était à la fois ridicule et terrifiant, mais on se disait, ça faisait beaucoup rire, ah voilà les limites de l'intelligence artificielle. Regardez maintenant ce qu'on fait de Will Smith qui mange des spaghettis, ça n'a plus rien à voir et c'est infiniment plus crédible. On est très proche du point où, à l'œil humain en tout cas, on ne fera plus du tout la différence. Ce qui sera utilisé aussi possiblement par les studios de télévision pour faire venir un acteur qui est mort depuis des années et lui faire dire des répliques, une fois obtenu bien évidemment l'autorisation des ayants droit pour ce faire. C'est ce qui a été fait par exemple avec la voix de James Earl Jones pour Dark Vador, où on a demandé à pouvoir utiliser sans limite de temps, donc possiblement même encore dans 100 ans, sa voix pour les prochains Star Wars. Disney voyant très loin pour la suite de sa franchise qu'elle a acquis il y a quelques années auprès de George Lucas. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas simplement se liguer, entre guillemets, contre l'intelligence artificielle vis-à-vis des fake news, mais de s'apercevoir qu'elle peut aussi être notre allié, parce qu'une fois franchi ce stade où l'œil humain n'arrivera plus à le percevoir, où des logiciels offline seront très lents pour y arriver et auront eux-mêmes leurs propres limites, on arrivera à un moment où seule l'intelligence artificielle sera capable de le détecter. Quelles sont selon toi les limites actuelles du cadre juridique face aux fake news, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux et les plateformes étrangères ? Alors, j'ai demandé à mon collègue Guillaume Champy, qui lui est maître de conférence à HDR et avec qui on a travaillé justement sur ce livre et sur la conférence d'avant, et je lui ai posé la question. Il m'a répondu que c'était l'obligation de modération des plateformes en luttant contre les fake news manifestement illicites qui renvoie aux différentes législations des pays de l'Union européenne, sachant que du coup, il n'y a pas d'uniformisation au niveau des différents pays. Et donc, au risque de se voir interdire l'Union européenne comme lieu d'utilisation justement de ces réseaux sociaux. On peut avoir des discussions ensuite qui peuvent être d'ordre économique. Mais le problème juridique est que si on souhaite poursuivre les personnes qu'on considère comme responsables de la diffusion et de la propagation des fake news, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'arrête ? Si on commence par les personnes qui la diffusent, qui sont infiniment plus nombreuses que la ou les quelques personnes qui l'a créée, comment est-ce qu'on prouve qu'il y avait une intention derrière, que c'était fait sciemment ? Si vous ne pouvez pas prouver l'intention de nuire, vous ne pouvez pas condamner. Et dans une grande majorité des cas, vous ne pourrez pas le prouver. Surtout qu'en plus, dans une grande majorité des cas, c'est la vérité. Les gens le partagent, pensant que c'est vrai, sans vouloir nuire à la société. Si on vise uniquement les personnes qui créent les fake news, en se disant que ce sera dissuasif, ça ne le sera pas forcément parce que ça passera d'un groupe à l'autre qui sera quand même payé et vous garderez les mêmes personnes qui les lisent et qui les repostent. Mais admettons que vous arriviez quand même à identifier ceux qui sont responsables de la création des fake news. À la fois les personnes et les entités derrière, et que vous arriviez à le prouver. Quid des organes de presse, comme Le Monde, comme BFM TV et d'autres, CNews et d'autres, qu'on a abordés tout à l'heure, et qui ont pu, par inadvertance ou par négligence, créer eux-mêmes ces informations en créant ces articles.
Est-ce qu'on les poursuit et leur comité de rédaction ? Donc tant qu'on n'arrive pas à trouver le curseur, parce que sinon ça ferait un 2 poids 2 mesures, on n'arrivera pas à poser un cadre juridique stable. Et ensuite, bien évidemment, comme chaque pays a sa propre législation, c'est très difficile d'avoir quelque chose d'uniforme. En plus de ça, pour les réseaux sociaux, qui sont les grands coupables, car c'est leur algorithme qui favorise, pour différentes raisons techniques, la diffusion des fake news, telles que définies tout à l'heure, brèves, incitant au clic, etc. Si on les condamne dans un pays et qu'elles ne le seront pas dans l'autre, il suffit qu'elles soient domiciliées juridiquement dans tel pays pour que ce soit plié. Si on fait quelque chose à l'échelle de l'Union européenne, ça voudrait dire donc que si elle refuse de s'y soumettre, on interdira Meta, donc Facebook, Instagram et tant d'autres, dans l'Union européenne. Est-ce qu'on ne peut pas dire du coup que l'utilisateur est lui-même visé et victime d'une telle législation ? Et si on veut que ça s'arrête véritablement, il faudrait que le monde entier le fasse et l'empêche. Ainsi, tous ces réseaux sociaux seraient contraints de suivre cette législation. C'est un peu comme lorsqu'on parle de l'évasion fiscale. On dit qu'on va interdire telle ou telle chose, on dit qu'on va taxer les impôts des plus riches, des plus grandes fortunes. Mais si elles sont taxées énormément en France, elles iront en Suisse, ou au Luxembourg, ou à Monaco. Il faut que ce soit toute l'Union européenne qui le fasse et le monde entier qui le fasse. S'il n'y a plus de paradis fiscaux, il n'y a nulle part où se cacher, il n'y a nulle part où se domicilier fiscalement, ni pour une personne, ni pour une entreprise, donc entité physique ou morale, et du coup là, il n'y a plus d'évasion fiscale possible. Mais tant que ça reste pays par pays, l'impact est extrêmement limité. Donc on voit qu'en fait, ça va être très compliqué de mettre un cadre à tout ça et il y a des enjeux pourtant conséquents au regard des fake news. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pratico-pratique à ceux qui nous écoutent pour détecter une fake news ? Alors, la première chose, c'est de vérifier la source. Ne pas se fier juste à l'image. C'est triste, mais pour le coup, soit vous acceptez de jouer le jeu, quitte à tomber dans le panneau, en cliquant et du coup en donnant de l'argent à cela, pour voir de quoi il en retourne et ensuite vérifier à côté, soit directement vous ne cliquez pas, vous copiez le titre de l'information sur un moteur de recherche quelconque et vous regardez ce qui tombe en cherchant et en croisant des informations. Par exemple, j'ai vu plusieurs fois sur Facebook ces temps-ci des articles disant que Ahmadinejad, l'ancien président iranien, aurait été assassiné avec sa femme et ses enfants par un groupe armé en Iran, sous-entendu de personnes iraniennes. J'ai pas cliqué sur l'article et j'ai cherché sur Internet. J'ai fait ça, c'était hier soir. J'ai vu des informations contradictoires. Il y avait des rapports dans le monde arabo-musulman disant qu'il avait été tué et il y a eu ensuite un communiqué de presse de l'Iran disant non, ce n'est pas le cas. Du coup, c'est difficile de savoir le vrai du faux, surtout en ce moment. On en saura peut-être plus dans quelques jours. C'est probablement faux. Mais on verra. En général, quand on n'est pas dans une zone de guerre, on arrive plus facilement à avoir une information stable et fiable. Surtout si vous faites un minimum confiance à certains organes de presse. Même si, comme on a vu, tout le monde a ses limites. Il faut aussi faire attention et aller plus loin que la source. C'est-à-dire, ça m'est arrivé un jour sur Wikipédia de voir une information avec sa petite référence qui ramenait à une source qui était bouquin, telle page. Je me suis dit, tiens, ça m'intéressait, j'ai cliqué. Ah, il y avait bien le bouquin, il y avait bien la telle page, mais ça disait l'exact opposé de ce qui était écrit sur Wikipédia. C'est fabuleux, parce que à la fois, on sait que malgré tous les utilisateurs qui vérifient et qui font partie de ce projet
commun de Wikipédia n'auront pas le temps de regarder à l'intérieur de chaque référence. Et à la fois, du coup, pour l'utilisateur, qui voit qu'il y a une référence, qu'il y a un numéro et qu'il y a la source qui est citée en bas, il ne va pas forcément avoir l'idée de se dire « Ah, et si c'était vrai, je vais aller vérifier ». Et donc, c'est pour ça que le fait qu'on vous dise « ça a été écrit, ça a été dit par tel journal à tel moment par telle personne », c'est pas suffisant. Regardez si effectivement ça a été dit dans tel journal par telle personne à tel moment, ou dans tel livre à telle page. Parce que c'est bien trop facile de dire sous couvert de « Ah oui, machin a dit » ou « un tel a dit », oui, mais est-ce que c'est vrai ? Donc la première chose à faire, c'est de vérifier par vous-même sans vous arrêter à la première étape, en allant jusqu'au bout. Et si il s'avère que les informations sont concordantes, le compte est bon, et là vous pouvez vous dire « c'est vrai ». Et attendez d'avoir fait votre propre vérification avant de partager. Sinon vous faites vous-même, sans le vouloir, partie du problème. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir offert cet éclairage précieux sur les fake news aujourd'hui. Je vous en prie. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.